Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'en découvrir un peu plus sur cet immense paquebot qu'était le Titanic. Et on embarque à bord grâce à ce livre Explore le Titanic avec d'extraordinaires images 3D spécialement créées pour cet album. Donc c'est un magnifique livre avec des illustrations plus vraies que nature. Le Titanic est sans doute le paquebot le plus célèbre de tous les temps, mais nous ne le connaissions jusqu'ici qu'à travers une poignée de photos noir et blanc. Aujourd'hui, cet album propose des images incroyables du Titanic, tout en couleur et en 3D, d'un très grand réalisme et spécialement réalisé pour ce livre sur la base des plans originaux du navire. Elles permettent une visite du transatlantique comme si on y était. Titanic, la légende devient réalité. Donc déjà, je vous montre un petit aperçu de toutes ces superbes images recréées. Alors on ne va pas s'attarder sur la fabrication du paquebot. J'ai décidé qu'on allait entrer directement dans le vif du sujet. Et donc c'est parti, on embarque. Bienvenue à bord. Le Titanic devait être à l'époque le navire le plus luxueux du monde, capable de rivaliser avec les plus grands hôtels. Les passagers de première classe, dès qu'ils prenaient le train à Londres pour s'embarquer sur le Titanic à Southampton, voyageaient dans un faste extraordinaire. Un accueil de première classe. Pour cette funeste traversée, le navire accueillit 325 passagers de première classe, dont plusieurs millionnaires américains. Nombre d'entre eux voyageaient avec des domestiques, bonnes gouvernantes ou chauffeurs. Leurs cabines particulières, dont certaines possédaient un pont privé, étaient situées sur les niveaux supérieurs du navire, loin du vacarme des moteurs. Embarquant sur le Titanic à Southampton, les passagers de première classe gravissent la passerelle. Stewards et hôtesses. Un bataillon de stewards et d'hôtesses portant tous un badge numéroté veillaient sur les passagers et travaillaient à leur seul service. Ils les aidaient à s'habiller, faisaient le ménage de leur cabine, leur apportaient boissons et collations, promenaient leurs chiens et les soignaient s'ils avaient le mal de mer. Les stewards portaient d'élégantes vestes blanches qui permettaient de les identifier facilement. On pouvait les appeler depuis sa cabine à toute heure grâce à une sonnette électrique. Et là nous avons une reconstitution du pont A, le grand escalier central. Bien sûr on l'a tous reconnu car on le voit bien dans le film avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Voici le grand escalier central. Cette impressionnante construction permettait aux seuls passagers de première classe de descendre du pont des embarcations le plus haut, vers les cabines, les salons et autres installations luxueuses du navire. En première, le Titanic comprenait 39 suites de première classe sur les ponts B et C. Elles étaient décorées dans des styles différents, imitant celui d'une période historique particulière. Ces suites comportaient chambres, salles de bain, toilettes, salons et chambres supplémentaires pour les domestiques. Une classe au-dessus. Toutes les suites et les cabines individuelles de première classe étaient situées au niveau supérieur, loin du bruit des moteurs et à proximité du pont promenade.
se trouvait en outre au centre du bateau afin que les passagers de première classe ne soient pas trop loin du grand escalier central et des ascenseurs. Tout confort. La cabine de première classe avec salle de bain privée, eau chaude, eau froide et douche était un luxe supplémentaire réservé aux passagers les plus fortunés. Les autres passagers devaient utiliser des salles de bain communes. John Jacob Astor était le passager le plus riche à bord, un millionnaire américain qui rentrait aux États-Unis avec sa seconde épouse. Il voyageait avec un valet, une bonne, une gouvernante et leur chien Kitty. Ils occupaient les cabines de première classe, C62, C64. Cette image publicitaire de la White Star montre une salle de bain de première classe. Ensuite, on a une reconstitution d'une cabine. Cette reconstitution d'une cabine de première classe visible dans un musée montre le luxe qui caractérisait ces cabines. Quel navire! Nos chambres sont meublées dans le meilleur goût et extrêmement luxueuses. Ce sont de vraies chambres, pas des cabines. Ida Strauss dans une lettre à une amie postée du Titanic à Southampton. La suite des Strauss, une des plus luxueuses de la première classe, était la C55-C57 occupée par Isidore et Ida Strauss. Elle comprenait des chambres pour leurs bonnes et leurs majordomes. Les lampes de bureau étaient spécialement conçues pour rester droites malgré le tangage. De fond en comble, à bord, il y avait quantité d'activités réservées aux passagers de première classe. Ils pouvaient flâner sur le pont promenade ou fréquenter la salle de gymnastique, le cours de squash et la piscine. Pour se détendre, ils disposaient aussi de bains turcs et de café. Ah, c'est sûr que ça fait envie. Bon, pas la fin par contre. J'ai fait une longue promenade et un petit somme d'1 heure jusqu'à 17 heures. L'orchestre jouait l'après-midi à l'heure du thé, mais j'ai préféré savourer un café avec du pain et du beurre au café Véranda. Donc ça c'est Adolphe Safeld, passager de première classe. Pont A, promenade couverte de première classe. Voici le pont promenade couvert de première classe s'étendant sur 152 mètres, soit une longueur supérieure à celle de 6 cours de tennis. Il offrait toute la place nécessaire pour flâner. Les chaises longues en teck pouvaient être réservées avant le début du voyage ou louées une fois le navire en mer. Balade sur le pont promenade. Le pont promenade réservé aux passagers de première classe était un endroit très animé. Les passagers bavardaient tout en se promenant ou en profitant de l'air marin assis sur des chaises longues. Ce pont était protégé des intempéries par le pont des embarcations, le plus haut de tous. Pour manger un morceau, en première classe, 3 cafés permettaient de grignoter entre les repas. Le café Véranda, le Palme Courte et le café parisien. Les familles aux enfants optaient généralement pour le café Véranda, tandis que les jeunes gens préféraient l'ambiance du café parisien. Le café parisien ressemblait au café à la mode de Paris avec un avantage supplémentaire, une vue sur la mer que l'on pouvait admirer à travers de grandes fenêtres panoramiques. Les tasses en porcelaine de Chine, dans lesquelles les passagers de première classe dégustaient leur thé, avaient été créées spécialement pour le Titanic. Restez en forme. Située sur le pont des embarcations, la salle de gymnastique était équipée d'un matériel dernier cri, rameur et vélo d'appartement, ainsi qu'un chameau et 2 chevaux électriques. Un professeur de culture physique était disponible pour conseiller et aider les passagers dans l'utilisation de ce matériel. Thomas Macaulay, le professeur
professeur de culture physique montre comment utiliser le rameur. Les hublots des bains turcs sont ornés de grillages dans le style mauresque, contribuant ainsi à créer une atmosphère exotique. Les bains turcs, décorés de carreaux émaillés bleu et vert et munis de lampes de style mauresque. Les bains turcs comprenaient un hammam, des salles chaudes et froides et même un bain électrique, sorte d'ancêtre de la cabine UV où un passager pouvait s'allonger pour transpirer. Un peu comme un sauna du coup. Piquer une tête. Sur un pont inférieur à côté des bains turcs se trouvait une piscine réservée aux passagers de première classe. Ce fut l'une des premières piscines à être installée sur un paquebot. À l'eau, après avoir eu bien chaud au hammam des bains turcs, les passagers se rafraîchissaient en allant faire un plongeon dans la piscine. D'autres s'y rendaient simplement pour faire des longueurs afin de se mettre en appétit avant les repas. Une publicité de la White Star pour la piscine montre des baigneurs en maillot de bain et tricot bleu. Le long de la piscine étaient disposés des vestiaires et des douches. Colonel Archibald Gracie est rencontré le joueur de raquettes professionnel lors d'un échauffement d'une demi-heure avant d'aller nager dans un bassin de 1,80 m de profondeur rempli d'eau salée. Pont F, la piscine. Voici la piscine qui mesurait 9,10 m de long sur 4,30 m de large et 1,80 m de profondeur. Elle était remplie d'eau de mer chauffée à température ambiante par les chaudières du navire. Quand le navire avançait, ces vibrations provoquaient des vaguelettes à la surface de l'eau du bassin. Le dîner est servi. Pour les passagers de première classe, le dîner était un événement. Ils portaient leurs habits de soirée, les hommes en queue de pie et nœuds papillons blancs, les femmes en robes longues et arborant leurs plus beaux bijoux. Donc là, on a le menu de première classe. Un repas assez luxueux. À table, avant le dîner, les passagers se réunissaient dans la salle de réception de première classe. Ils attendaient que le moment de passer à table soit annoncé par le steward clairon B.W. Fletcher, qui jouait un air intitulé Roast Beef of Old England. Des mets délicats. Le dîner comprenait jusqu'à 11 plats, servis chacun avec un vin différent. Ces plats à la française étaient aussi savoureux que ceux proposés dans les meilleurs restaurants. Les passagers avaient un très grand choix allant d'un plateau d'huîtres en entrée jusqu'à une crème glacée en dessert. 44 000 couverts, couteaux, cuillères et fourchettes, 29 000 verres et 57 600 assiettes et bols composaient la vaisselle du Titanic. On imagine le chaos quand tout ça a dû se fracasser par terre. Service impeccable. Le dîner pouvait durer plusieurs heures et se déroulait selon des règles strictes. Assiettes, verres et couverts ornés de l'emblème de la White Star étaient changés à chaque plat. Pont D, la salle à manger de première classe. Voici la salle à manger de première classe qui mesurait 35 mètres de long et pouvait accueillir jusqu'à 550 convives. Sa décoration était luxueuse, dans le style d'un manoir anglais du début du XVIIe siècle. Des fraises en avril et au beau milieu de l'océan, comme tout ceci est agréablement surprenant. Lady Duff Gordon, passagère de première classe. En deuxième classe, les 285 passagers de deuxième classe étaient ravis de leur cabine qui était en fait aussi luxueuse que celle des premières classes de beaucoup d'autres navires.
passagers de deuxième classe étaient également impressionnés par la qualité des mets servis dans leur salle à manger où un pianiste accompagnait leur repas. À l'époque, hommes et femmes se séparaient généralement après le dîner. Les hommes se retiraient au fumoir et les femmes à la bibliothèque ou dans le salon. Des passagers de deuxième classe flânent sur la partie du pont des embarcations qui leur est réservée avec des chaises pliantes à droite à leur disposition. Des cabines douillettes. Les cabines étaient petites mais confortables. Elles pouvaient comporter jusqu'à 4 couchettes superposées fermées par des rideaux. Les passagers disposaient d'un meuble de toilette en acajou avec miroir, lavabo et robinet d'eau froide. Ils pouvaient demander au steward de leur apporter un broc d'eau chaude. Une publicité de la White Star montre une cabine de deuxième classe pour 2 personnes dotée d'un confortable divan pour se détendre. Pont des embarcations, promenade de deuxième classe. Voici la zone de promenade de deuxième classe située à l'arrière du pont des embarcations. L'avant de ce pont est divisé en d'autres zones de promenade destinées aux mécaniciens, aux passagers de première classe et aux officiers. Le navire ressemble à un palais. Ma cabine a l'eau chaude et froide, un lit qui a l'air très douillet et elle est très spacieuse. Lawrence Bisley, enseignant se rendant aux États-Unis pour les vacances. L'entrepont. L'entrepont était un autre terme pour désigner la troisième classe. Le Titanic transportait 706 passagers de troisième classe, originaires de plus de 30 pays différents. Ils espéraient tous commencer une vie nouvelle et meilleure aux États-Unis. Un avenir en Amérique. Parmi les passagers de troisième classe se trouvaient 104 Suédois qui avaient déjà fait un long voyage traversant la mer du Nord pour atteindre Hull, puis prenant le train jusqu'à Southampton. Parmi eux, Karl Asplund, un ouvrier agricole de 40 ans parti avec sa femme et ses 5 enfants, était certain que les États-Unis lui offriraient davantage de possibilités que la Suède. Karl Asplund avait sur lui ce carnet de voyage dans lequel il avait soigneusement recopié une publicité invitant les Européens à aller s'installer en Californie. La Californie veut des gens comme vous, il est temps de vous y rendre. À Queenstown, Irlande, un médecin américain examine les yeux des passagers irlandais de troisième classe pour vérifier qu'ils ne présentent pas de symptômes de trachome. Contrôle sanitaire. Les passagers de troisième classe devaient subir des contrôles sanitaires stricts qui permettaient de sélectionner ceux qui entreraient aux États-Unis. Avant même de pouvoir embarquer, on les examinait pour s'assurer qu'ils ne présentaient pas de maladies infectieuses. Les cabines de troisième classe. Elles étaient situées sur les ponts inférieurs à l'avant et à l'arrière du navire, près du bruit des moteurs. Bien que petites, elles étaient propres et modernes, avec l'électricité, le chauffage ainsi qu'un lavabo alimenté en eau froide par une citerne. Cabine de troisième classe, équipée de 2 couchettes avec couverture et oreiller garnis de plumes mais sans drap. La salle à manger de troisième classe. Les salles à manger de troisième classe étaient dotées de chaises et non de bancs comme dans la plupart des autres navires. Pour se divertir, la troisième classe possédait une salle commune destinée aux familles ainsi qu'un fumoir avec bar pour les hommes. Chaque soir, les passagers s'y réunissaient pour faire de la musique, chanter, danser et discuter avec animation de leur avenir aux États-Unis. Les murs de la salle commune étaient peints en blanc et ornés d'affiches colorées de la White Star représentant des navires et leurs destinations. Des plats simples. Il y avait 2 salles à manger de troisième classe aux murs blancs
de service. Les plats tels que le bœuf bouilli accompagné de pommes de terre vapeur étaient simples mais roboratifs. En outre, des fruits et du pain fraîchement cuit étaient servis à chaque repas. En troisième classe, la vaisselle était simple, mais elle était tout de même ornée de l'emblème de la White Star. Soudain, la catastrophe. Le soir du dimanche 14 avril, le Titanic naviguait vers l'ouest à une vitesse légèrement inférieure à sa vitesse maximale. La présence d'icebergs avait été signalée, mais le capitaine Smith ne donna pas l'ordre de ralentir l'allure. L'alerte est donnée. À 23h40, Frédéric Fleet, vigie sur le nid de pie du Titanic, avisa un objet sombre qui faisait face au navire. Il fit retentir la cloche d'alerte et téléphona à la passerelle. Iceberg droit devant. La cloche du nid de pie retentit 3 fois, signal d'alerte avertissant d'un danger droit devant. Viré de bord, sur le pont, le premier officier William Murdoch ordonna au quartier-maître Robert Hitchens de mettre la barre à bâbord toute, c'est-à-dire à gauche, et au mécanicien de renverser la vapeur. La collision. Le Titanic tourna lentement, mais juste assez pour éviter une collision frontale. Après les affres d'une attente de 37 secondes, il percuta l'iceberg par le travers tribord, à droite. Les transmetteurs d'ordre du navire furent utilisés pour commander à la salle des machines de ralentir et de renverser la vapeur. La passerelle de navigation, la timonerie. Voici la timonerie du Titanic, d'où l'homme de barre manœuvrait le navire. La pièce de devant est la passerelle couverte. C'est là que l'officier de quart en charge de la conduite du navire exerçait sa surveillance et donnait ses ordres. Un iceberg, monsieur. J'ai ordonné de mettre la barre à bâbord et de renverser la vapeur, et j'allais virer à tribord, mais l'iceberg était trop proche. Premier officier, William Murdoch. Quitter le navire. Peu après la collision du Titanic avec l'iceberg, Thomas Andrews, l'architecte du navire, et le capitaine Smith examinèrent les dégâts. Andrews annonça au capitaine que le paquebot était condamné et coulerait dans précisément 2 heures. Cet iceberg photographié dans l'Atlantique le 12 avril est peut-être celui que le Titanic percuta avant de sombrer. Les dégâts. Le choc avec l'iceberg a fait sauter des rivets et ouvert des voies d'eau sur près de 80 mètres sur le côté droit de la coque, inondant 6 des compartiments étanches dont Murdoch avait tout de suite commandé la fermeture des portes. Cependant, une fois que l'eau avait atteint le sommet d'un compartiment, elle se répandait dans le suivant, les compartiments n'étant isolés les uns des autres que jusqu'à une certaine hauteur. Les gilets de sauvetage. Peu après minuit, le capitaine Smith ordonna de préparer les passagers à quitter le navire. L'équipage découvrit les canaux et distribua les gilets de sauvetage. Il y avait un gilet par personne. Ces gilets assuraient le maintien à flot des personnes, mais n'offraient aucune protection contre le froid. Les gilets de sauvetage du Titanic étaient constitués de flotteurs en liège recouverts de toile. Les canaux à la mer. Le capitaine Smith donna l'ordre à ses officiers de faire embarquer les passagers dans les canaux de sauvetage. Selon la règle universelle en vigueur, les femmes et les enfants devaient y monter les premiers. Le Titanic ne comptait que 20 canaux de sauvetage, soit une capacité d'accueil de 1178 personnes seulement, pour les 2223 qui se trouvaient à son bord. Sur le pont des embarcations,
embarcation se trouvaient 14 grands canots de sauvetage en bois, pouvant chacun accueillir 65 personnes. C'est la seule photographie qu'on ait d'un opérateur radio au travail à bord du Titanic. La radio du paquebot avait une portée de 1600 km. À l'aide, à minuit 10, Smith donna l'ordre aux opérateurs radio du paquebot d'envoyer des messages de détresse. Les radios émettaient alors en morse. Ils envoyèrent le signal de détresse classique, CQD, et pour une des premières fois, le nouveau signal qui avait été adopté récemment, SOS. Nous coulons rapidement, les passagers sont évacués dans des canots. Dernier message envoyé par l'opérateur radio, Jack Phillips. Alors là, ça ne va pas tenir dans l'image, mais on a une image du Titanic, plus vrai que nature, en train de couler. Un lent naufrage, tandis que les compartiments étanches, entre guillemets, situés à l'avant de la coque, se remplissaient d'eau. Le Titanic s'enfonçait lentement par la proue. Sur le pont, le 4e officier Boxall envoya des fusées de détresse dans l'espoir qu'un navire les verrait. Les canots de sauvetage. L'équipage aida des passagers à monter sur les canots de sauvetage jusqu'à ce que les 2 derniers soient descendus à la mer. Après le départ de tous les canots où 706 personnes auraient pris place, il restait plus de 1500 personnes à bord, laissées à bord. La plupart des passagers restés à bord se dirigèrent vers la poupe qui se soulevait à la verticale en s'accrochant aux équipements et aux bastingages. Le pont devenant trop raide pour s'y tenir debout, certains se jetèrent dans la mer glacée dans l'espoir de nager jusqu'à un canot. Même à ce stade tardif du naufrage, les lumières continuaient à briller grâce aux mécaniciens qui restèrent courageusement à leur poste. Le Titanic s'enfonce dans l'eau. Voici le Titanic en train de couler, tel qu'on pouvait le voir depuis les canaux de sauvetage. Il est environ 2 heures du matin et les lumières du navire brillent encore, mais dans 20 minutes précisément, le Titanic aura sombré. Le Californian, à seulement quelques kilomètres de là, un autre navire, le Cargo Californian, avait fait halte pour la nuit, arrêté par un champ de glace. Les officiers de quart virent les lumières du Titanic et les fusées qu'il lançait, mais ne réalisèrent pas que le navire était en train de couler. Malheureusement, comme l'opérateur radio du Californian était allé se coucher, le navire ne reçut pas les messages de détresse du Titanic. À l'assaut des canots, aucun exercice d'alerte n'ayant été effectué, bon nombre de passagers et de membres de l'équipage ne savaient pas quoi faire en de telles circonstances. Les femmes et les enfants d'abord. Les officiers Murdoch et Lightoller étaient responsables des canots se trouvant de chaque côté du bateau. Ils embarquèrent en priorité des femmes et des enfants, auxquels se joignirent quelques membres de l'équipage chargés de ramer. Beaucoup de femmes refusèrent de partir sans leur mari et certains canots de sauvetage quittèrent le paquebot à moitié vide. Placés à 18 mètres de hauteur, les canots de sauvetage devaient être descendus lentement à la mer. Les derniers canots, quand il apparut clairement que le navire était vraiment en train de couler, les passagers se précipitèrent pour avoir une place dans un des canots. Le temps que les passagers de 3e classe parviennent à se frayer un chemin jusqu'au pont supérieur, les canots étaient déjà presque tous partis. Ce dessin montre un embarquement très ordonné. Les femmes lançant un dernier adieu aux hommes qui restent à bord. Il n'y avait pas assez de canots pour accueillir la moitié des gens et les chances qu'avait l'autre moitié de s'en sortir dans cette eau glaciale étaient
été nul. Le deuxième officier, Charles Lightoller. C'est à nous de retourner chercher tous ceux qui se trouvent dans l'eau, disait Charles Hendrickson, membre de l'équipage sur le canot 1. Dernière instantanée, craignant d'être aspirés par le navire en train de sombrer, les rameurs sur les canots de sauvetage s'activèrent pour s'en écarter le plus possible. À 2h20, ils virent finalement le Titanic disparaître dans les flots. Aussitôt retentirent les appels au secours des centaines de personnes qui se retrouvaient à l'eau. Photographié le lendemain matin du naufrage, le canot 14 remorque un des canots pliants en toile. Pas de demi-tour. À bord de différents canots de sauvetage, Molly Brown, Charles Hendrickson et Lady Roth suggérèrent de faire demi-tour pour aller chercher des survivants à la mer. Mais la proposition fut rejetée par des passagers qui craignaient que leur canot soit submergé. Une femme aurait dit « Pourquoi perdre tous la vie en tentant vainement d'en sauver d'autres ?» Sir Cosmo Duff Gordon fit verser une somme d'argent à chacun des marins qui avaient manœuvré le canot où il avait pris place. Canot à louer. Le canot numéro 1 aurait pu rebrousser chemin pour aller repêcher des survivants. Conçu pour accueillir 40 personnes, il n'en transporta que 12, parmi lesquels Sir Cosmo et Lady Duff Gordon. Plus tard, Sir Cosmo versa de l'argent aux membres de l'équipage du canot et fut accusé de l'avoir loué pour son seul usage. Pont A, le grand escalier central. Voici une vue impressionnante du grand escalier central alors que l'eau monte, recouvrant les marches les unes après les autres. Dans quelques instants, les lumières s'éteindront et l'eau provenant du pont situé au-dessus brisera la coupole de verre qui surplombe l'escalier et s'engouffrera dans le paquebot. Derniers instants. Plus tard, les survivants firent état de la bravoure des personnes qui avaient sombré avec le Titanic. Parmi celles dont on vanta l'héroïsme se trouvaient les musiciens du navire, qui continuèrent à jouer alors même que le navire coulait, ainsi que le millionnaire américain Benjamin Guggenheim. En gentleman, Guggenheim ne chercha pas à sauver sa vie et refusa de mettre un gilet de sauvetage. Après avoir aidé des passagers à monter dans les canots, il retourna dans sa cabine en compagnie de son valet de chambre. Là, ils s'habillèrent en tenue de soirée et attendirent la fin en gentilhomme. Nous avons revêtu nos plus beaux habits et nous préparons à mourir en gentleman. Benjamin Guggenheim à un steward. Jusqu'au bout, les musiciens du Titanic interprétèrent les morceaux enjoués pour maintenir le moral des passagers. Le sauvetage. Beaucoup de bateaux avaient reçu les messages radio de détresse envoyés par le Titanic, mais un seul se trouvait suffisamment près de lui pour porter secours aux survivants. Le Carpathia, un paquebot de la compagnie Cunard commandé par le capitaine Arthur Rostron. Message reçu. Quand le radio du Carpathia capta le message de détresse du Titanic, il était environ minuit 25. Il se trouvait à 93 km environ au sud-est du navire en perdition et se dirigeait vers l'est. Le capitaine Rostron donna l'ordre de changer de cap et de forcer l'allure. Il prépara avec soin son paquebot à une opération de sauvetage, donnant l'ordre de préparer des boissons chaudes, de la soupe et du matériel médical pour les survivants. Le Carpathia faisait route depuis New York vers Gibraltar quand le message de détresse du Titanic lui parvint. Vitesse maximale. Le Carpathia était censé naviguer à une vitesse maximale de 14 nœuds, soit 26 km/h. Mais en mettant tous les chauffeurs au travail, Rostron réussit à porter cette vitesse à 17 nœuds, 31 km/h. Les ponts du paquebot
paquebot qui n'était pas habitué à une telle vitesse tremblait tandis que le navire fonçait à toute vapeur vers le Titanic. Capitaine Arthur Rostron. Des icebergs surgissaient et dérivaient. Nous n'avons jamais ralenti, même si nous avons parfois changé brusquement de cap pour les éviter. Le capitaine Arthur Rostron se remémorant la course effrénée vers le Titanic. Le sauvetage commence. C'est à 4 heures du matin, 1h40 après que le Titanic eut sombré, que le Carpathia arriva sur les lieux de la catastrophe. Les canaux de sauvetage étaient alors dispersés sur plusieurs kilomètres carrés. L'équipage du Carpathia mit 4 heures pour récupérer les 706 survivants. Les rescapés du Titanic exprimèrent plus tard leur reconnaissance aux 320 membres de l'équipage du Carpathia en leur offrant à chacun cette médaille. Les rescapés du Titanic sur le pont du Carpathia sont enroulés dans des couvertures. Le silence des rescapés. Le capitaine Rostron fut frappé de constater combien les rescapés étaient silencieux. Ils ne se réjouissaient pas d'avoir été sauvés. Beaucoup de femmes ayant perdu leur époux étaient sous le choc et en proie au chagrin. Les enfants qui avaient perdu leur père espéraient encore qu'un miracle permettrait de le retrouver. Les morts. Les secours arrivèrent trop tard pour les naufragés tombés à la mer qui moururent tous pendant la première heure où ils se retrouvèrent dans l'eau glacée. Dans les jours qui suivirent, d'autres navires se mirent à la recherche des disparus. 328 corps furent retrouvés, dont 116 confiés à la mer. Les rescapés du canot numéro 1 en sécurité à bord du Carpathia, parmi lesquels Sir Cosmo Duff Gordon, troisième à partir de la gauche au dernier rang. Après la tragédie, la nouvelle du naufrage du Titanic se répandit rapidement à travers le monde. Partout, l'on fut à la fois choqué et fasciné par cette catastrophe. Au bout de quelques mois sortirent les premiers films, livres et chansons sur le Titanic. Nouvelle de la catastrophe. Pendant des semaines, les journaux remplirent leurs colonnes avec la catastrophe du Titanic et les 1517 personnes disparues en mer. Il y avait quantité de récits sur l'héroïsme de l'équipage et de certains passagers qui avaient sacrifié leur vie. En outre, une légende naquit selon laquelle les constructeurs du Titanic auraient affirmé qu'il était insubmersible. Les leçons de la catastrophe. À New York et à Londres, les commissions d'enquête travaillèrent à déterminer les causes et le déroulement de la catastrophe. Elles conclurent que le Titanic naviguait trop vite vu les circonstances. Et elles préconisèrent que tous les passagers devaient avoir une place à bord des canots de sauvetage. Jeune vendeur de journaux devant les bureaux de la White Star à Londres le 16 avril 1912. J. Bruce Ismay, président de la White Star, répond aux questions lors de la commission d'enquête sur la catastrophe. En souvenir du Titanic, la ville la plus affectée par le naufrage du Titanic fut Southampton, en Angleterre, où vivaient 724 membres de l'équipage, dont 175 seulement survécurent. En 1914, plus de 100 000 personnes se rassemblèrent dans cette ville pour l'inauguration d'un monument à la mémoire des mécaniciens du Titanic. À Southampton, monument à la mémoire des mécaniciens du Titanic morts en service. Soyez britanniques, c'était le mot d'ordre quand le navire sombra. Chaque homme fut fidèle au poste. Le capitaine et son équipage allaient sauver les femmes et les enfants d'abord. Parole de Be British, soyez britannique, de Lawrence Wright, 1912. Le scénario du film A Night to Remember de 1958 avait pour origine des entretiens avec des rescapés. Le film Titanic
fait du naufrage le théâtre d'une histoire d'amour entre deux passagers de classes différentes. Soyez britannique, le capitaine Smith qui mourut sur le Titanic fut élevé au rang de héros. Selon un journal, les derniers mots qu'il aurait criés dans un mégaphone furent « Soyez britannique ». Cette histoire inspira une chanson populaire enregistrée sur disque en 1912 afin de récolter des fonds pour les rescapés. Le Titanic au cinéma. Plus de 20 films ont été consacrés au Titanic. Le plus exact sur le plan historique est A Night to Remember, 1958. Et le plus célèbre est bien sûr Titanic, 1997, de James Cameron, qui fut l'un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps. L'épave aujourd'hui. Le Titanic gît toujours par 3800 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique où il sombra il y a un siècle. L'épave fut découverte en 1985 par une équipe franco-américaine dirigée par Robert Ballard. La découverte. Après 2 mois de recherche, Ballard découvrit l'épave du paquebot grâce à un robot sous-marin télécommandé. En coulant, le Titanic s'était coupé en deux. La proue et la poupe se trouvaient à 600 mètres l'une de l'autre. Entre les deux, les débris du navire étaient éparpillés sur le fond de l'océan. Au fond de l'océan, la proue du Titanic, couverte de rouille, a encore son bastingage. L'hélice droite en bronze est parfaitement conservée. Le bronze ne rouille pas. Plats en porcelaine, soigneusement alignés au fond de l'océan à l'endroit où ils se posèrent. Les vestiges du Titanic. Ballard estimait qu'il ne fallait pas toucher à l'épave. Toutefois, dans les années 1990, une société américaine baptisée RMS Titanic Inc. commença à récupérer des objets provenant du paquebot. Depuis, plus de 5500 objets ont été remontés et exposés lors d'expositions itinérantes. Quel avenir pour le Titanic? L'épave du Titanic s'effondre peu à peu, rongée par la corrosion qui détruit l'acier du navire. Personne ne sait avec certitude pendant combien de temps encore elle subsistera au fond de la mer, mais la fascination que nous éprouvons pour le navire le plus célèbre de l'histoire, elle, n'est pas près de disparaître. On n'oubliera jamais le Titanic. Voilà, c'est fini.